Bonjour, ceci est un petit complément au cours de maths sur les espaces de Hilbert que vous suivez peut-être sur cette même chaîne, dans lequel j'ai démontré un théorème sur les bases de Hilbert, mais que je n'ai pas eu le temps de démontrer, donc je fais la démonstration ici. C'est un théorème important, bien qu'assez simple et classique, qui permet de caractériser ce qu'on appelle les bases de Hilbert, qui sont des bases, en tout cas des familles de vecteurs qui permettent de travailler dans les espaces de Hilbert de dimension infinie, quasiment comme on le fait dans des espaces de Hilbert de dimension finie, ce qui est très pratique et qui est très utilisé en particulier en physique quantique. Donc, ce que j'ai annoncé dans le cours de maths, c'était je pense dans la vidéo numéro 4, dans la séance 4, c'est qu'on avait une équivalence entre un certain nombre de propriétés. Donc je vais rappeler l'énoncé ici. Donc je considère un espace de Hilbert, H, et dans cet espace de Hilbert, donc un espace vectoriel sur C muni d'une forme hermitienne, qui à chaque x et y dans C attribue un produit scalaire hermitien avec les propriétés hermitiennes. Et il y a une norme associée, donc la norme de x, c'est simplement, enfin la norme de x au carré, c'est simplement le produit hermitien de x avec x. Donc un espace de Hilbert, par définition, c'est un C-espace vectoriel muni d'une forme hermitienne, c'est squilinéaire comme ceci, qui est complet pour sa norme hermitienne. C'est-à-dire que toute suite de Cauchy pour cette norme dans H converge vers un élément de H. Bien, donc ça c'est un espace de Hilbert, et dans cet espace de Hilbert, je considère une famille de vecteurs orthonormés, En, n donc dénombrable, indexé par n, c'est-à-dire que quel que soit i et j, h de ei, ej, je prends deux vecteurs quelconques là-dedans, c'est égal à 0 si ei n'est pas égal à, si i n'est pas j, et c'est égal à 1 si i égale j, donc ça peut se noter avec le symbole de Kronecker comme ceci. Donc on a une famille orthonormée de vecteurs. Alors, pour simplifier les notations, je vais noter, quand je vais considérer un vecteur x, je vais appeler alpha n son produit scalaire avec en, pour voir comme une composante de x sur le vecteur en, et puis quand j'ai un vecteur y, je vais appeler bêta n son produit scalaire avec le vecteur en de la famille. Voilà. Alors, dans ces conditions, le théorème dit ceci. Il dit qu'en fait ces 5 propositions sont équivalentes, c'est-à-dire si j'ai n'importe laquelle de ces 5 propositions que je vais passer en revue, j'ai toutes les autres de façon équivalente. Alors la première, c'est que cette famille est une base de Hilbert. Alors je rappelle ce que c'est qu'une base de Hilbert. Par définition, une base de Hilbert, c'est une famille de vecteurs orthonormés, en tout cas orthogonale, tant qu'à faire normons-la, une famille de vecteurs orthonormés dont l'espace vectoriel engendré est dense dans H. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'espace vectoriel engendré? Je vais considérer d'abord l'espace Vp, qui est simplement l'espace vectoriel engendré par les E0, E1, EP. Donc, c'est-à-dire, je prends tous les vecteurs de la famille, mais je m'arrête à P, donc j'en ai P plus 1. Donc ça, c'est un vecteur, ça c'est l'espace, j'appelle Vp l'espace vectoriel engendré par les P plus 1 premiers vecteurs de la famille, c'est-à-dire c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces vecteurs-là. Donc évidemment, des combinaisons linéaires finies, c'est un espace de dimension finie, de dimension P plus 1 exactement. Et puis ensuite, je forme l'union des Vp pour tous les P de 0 à l'infini. Et ça, je vais l'appeler V, voilà, l'espace vectoriel V. Donc, dire, par définition des bases de Hilbert, dire que la famille En est une base de Hilbert, c'est dire que l'adhérence de V, c'est l'espace H. C'est-à-dire, enfin, l'adhérence, c'est-à-dire que chaque point de H est un point adhérent à V, donc ça veut dire que V est dense dans H. On peut approcher n'importe quel élément de H, quel que soit x dans H, il existe un y dans V, tel que, quel que soit epsilon positif, pardon, donc quel que soit x dans H, pour n'importe quel epsilon qu'on se donne, il existe un certain y dans l'ensemble, tel que la norme de y moins x soit plus petite que epsilon. Autrement dit, on peut approcher n'importe quel élément de l'espace de Hilbert, aussi près qu'on veut, avec un élément de V.
Alors bien évidemment, l'espace VP plus 1, c'est juste, vous ajoutez le P plus deuxième vecteur de cette famille. Donc les VP, si vous voulez, est inclus dans VP plus 1, qui est inclus dans VP plus 2. Mais j'appelle V donc l'union, donc c'est ça qu'on appelle espace vectoriel engendré par cette famille infinie, c'est l'union de tous les VP. Ok, alors donc ça c'est la première propriété, c'est En est une base de Hilbert. La seconde, c'est que pour toute X dans l'espace de Hilbert, le vecteur, enfin la norme du vecteur X moins, alors vous voyez ce que c'est, ça c'est en quelque sorte le développement de X sur la base des En. Ici c'est une somme finie. Et ceci nous dit que lorsque P tend vers l'infini, la norme de X moins ce vecteur-là, qui est une combinaison linéaire finie des En, mais avec de plus en plus de termes, quand P tend vers l'infini, eh bien, la norme de X moins cette combinaison-là tend vers 0. Bien. Troisième propriété, pour n'importe quel X et Y dans l'espace, le produit hermitien entre X et Y se calcule de cette façon-là, comme la somme des produits scalaires de X avec En, donc des composantes entre guillemets de X sur En étoile, fois la composante de Y sur En, toujours entre guillemets composante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est de se servir des bases de Hilbert pour représenter les vecteurs quelconques de l'espace de Hilbert comme des vecteurs colonnes avec un nombre de coordonnées infini. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'écrire X comme alpha 0, alpha 1, alpha 2, alpha n, et puis de ne pas s'arrêter, d'aller jusqu'à l'infini. Dans un espace vectoriel de dimension finie, de dimension n, on s'arrête là, et donc bien évidemment, X peut être représenté comme un vecteur colonne, avec pour coefficient, précisément les produits scalaires de X avec les éléments de la base. Donc l'idée, c'est simplement d'essayer de faire pareil jusqu'à la dimension infinie, et donc d'écrire en quelque sorte un vecteur colonne comme ceci. Pour un vecteur colonne Y, on aurait donc, je définis bêta n comme le produit scalaire entre Y et le vecteur de base, enfin entre le vecteur de base et Y. Donc voilà les coordonnées, si on pouvait écrire comme ceci un vecteur colonne, alors sans s'arrêter bien sûr, jusqu'à l'infini. Et donc, vous voyez que cette propriété vous dit que simplement le produit scalaire hermitien entre X et Y s'écrit comme on s'y attend en dimension finie. En dimension finie, on aurait ça étoile fois ça, plus ça étoile fois ça, plus ça étoile fois ça, et puis on s'arrête au rang n si on est dans dimension n. Là, l'idée, c'est de faire ça jusqu'au rang infini. Donc, c'est de manipuler ces vecteurs comme si on était en dimension finie. Donc, ce serait bien agréable d'avoir ça. Cette propriété-là nous dit de la même façon que la norme de X au carré, c'est juste la somme des modules des coefficients carrés. Donc, à peine que je le réécrive, c'est ça. Donc, comme si on était en dimension finie, encore une fois, mais en sommant jusqu'à l'infini. Et la cinquième propriété nous dit que si on a un vecteur qui est orthogonal à chacun des vecteurs de la famille, orthogonal à tous les vecteurs de la famille, alors il est nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre vecteur que le vecteur nul. Le vecteur nul vérifie ça, bien évidemment. Le vecteur nul, un produit scalaire nul avec n'importe quoi, mais si vous avez un vecteur qui est orthogonal à tous les vecteurs de la famille, alors il est nul. C'est-à-dire on ne peut pas se cacher dans un recoin de l'espace qui serait orthogonal à tous les vecteurs de cette famille sans qu'on soit nul. Donc ça, on dit souvent, quand on a une famille comme ça, on dit souvent qu'on a une famille totale, c'est-à-dire il n'en manque pas en quelque sorte. J'y reviendrai. Alors, donc on va démontrer l'équivalence de ces 5 propriétés, c'est-à-dire que, du coup, dire qu'on a une base de Hilbert, ou dire ça, ou dire ça, ou dire ça, ou dire ça, c'est exactement pareil. Si on a l'un, on a tous les autres. Donc, la manière dont je vais démontrer ces équivalences, c'est que je vais montrer que ça implique ça, puis ça implique ça, puis ça implique ça, puis ça implique ça, et 5 implique 1. Voilà. Et donc, du coup, on aura démontré circulairement l'équivalence de ces 5 propositions. Alors, commençons par la première. L'idée, c'est de montrer donc, que 1 implique 2, c'est-à-dire que je vais supposer que j'ai affaire à une base de Hilbert. Donc, j'ai une famille orthonormée qui est dense
dans l'espace H, hein, c'est le principe. Donc, quel que soit x dans H, je prends un x quelconque dans l'espace de Hilbert, et je veux montrer que, en fait, cette limite-là est 0. C'est-à-dire que la norme de x moins... Alors, je vais appeler ça, peut-être ce vecteur-là, je vais l'appeler xp, hein, qui va être simplement la somme de n égale 0 à p de alpha n en. D'accord ? Ceci donc, hein, sachant que alpha n ici, ce n'est rien d'autre, enfin c'est ce que j'ai écrit là, ce n'est rien d'autre que le produit scalaire avec en. Donc si on était en dimension finie, enfin xp en tant qu'élément, xp ici appartient à vp, l'espace vectoriel engendré par les p plus 1 premiers vecteurs, hein, parce que, comme je l'ai noté tout à l'heure, p, d'accord, donc xp se décompose sur une base de l'espace vectoriel vp qui est celle-ci. Hein. Donc là on est sur une somme finie, il n'y a aucune difficulté particulière. Alors maintenant, ce qu'on va dire, c'est que quel que soit... Donc notre hypothèse, c'est qu'on a une base de Hilbert, c'est-à-dire que l'espace vectoriel engendré par les en est dense dans H. Ça veut dire qu'il existe un Y dans V, je vous rappelle que V c'était l'union des VP, hein, c'est-à-dire c'est effectivement l'espace vectoriel engendré par les en. Donc pour un X quelconque, quel que soit epsilon, il existe un Y dans VP tel que norme de X moins Y est plus petit que epsilon. Je peux approcher d'aussi près que je veux X par un élément de V. Alors s'il est dans V, qui est l'union des VP, eh bien il existe un certain P dans lequel Y se trouve. Donc il existe un certain P tel que Y soit dans VP. Alors, évidemment, s'il y en a un, en fait, il y en a une infinité, parce que tous les VP plus 1, P plus 2 jusqu'à l'infini contiennent VP, donc dès lors que vous avez Y dans un certain VP, il est dans tous les suivants, mais en tout cas, il existe Y dans V, donc dans un certain VP, tel qu'on est ça. Bien, mais alors, du coup, alors on va considérer maintenant le projeté orthogonal, justement, en fait, XP, plus exactement, je vais le dire comme ça, XP, c'est le projeté orthogonal de Y sur VP. En effet, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X moins XP est orthogonal à VP. D'accord? Alors ça, c'est complètement évident. Soit vous vous souvenez que, effectivement, ça, par définition, c'est le projeté orthogonal de X sur VP, soit vous le revérifiez à nouveau, simplement en montrant que ce vecteur-là est effectivement orthogonal à tous les vecteurs de cette base-là, tous les EI de I égale 0 à P. Faisons-le. Si je calcule H de EI X moins XP, eh bien j'obtiens, bien évidemment par linéarité, que ça c'est égal à H de EI X moins H de EI XP. Voilà, mais H de EIX, bah, par définition, c'est alpha I, d'accord? Enfin, c'est ce que j'ai noté alpha I. Mais H de EIXP, alors, H de EIXP, soit, donc, si I est entre 0 et P, donc si EI est un de ces vecteurs-là, alors H de EI XP, bah, ça va être justement alpha I. Donc alpha I moins alpha I, ça fait 0. Par conséquent, pour tous les I entre 0 et P, le produit hermitien de EI avec X moins XP, ça fait 0. Donc ça veut dire que X moins XP est orthogonal à tous les vecteurs de base, donc à toutes les combinaisons de ces vecteurs de base, donc à l'espace vectoriel lui-même. Donc X moins XP est orthogonal à VP. Par ailleurs, XP, lui, il est dans VP, c'est, j'ai mis égal, excusez-moi, je voulais mettre, appartient ici, hein, ça fait partie de VP. Donc, XP est dans, je vais le réécrire ici peut-être. Donc, j'ai XP dans VP, j'ai Y dans VP, donc,
j'ai xp moins y dans vp, hein, c'est juste une combinaison linéaire particulière de vp, et par ailleurs, je viens de remontrer, au cas où ce n'était pas évident, que x moins xp, lui, est orthogonal à vp. Hein, c'est-à-dire qu'il appartient à vp orthogonal, s'il vous plaît, si vous voulez. D'accord? Donc on a ici deux vecteurs orthogonaux. Alors si on a deux vecteurs orthogonaux, le théorème de Pythagore s'applique, et je peux dire que la norme de la somme de ces vecteurs, au carré, donc la norme de x moins xp plus xp moins y, d'accord? C'est le premier vecteur, deuxième vecteur, la norme au carré de ça, c'est égal à la somme de x moins xp au carré plus la norme de xp moins y au carré. Oui, mais notre hypothèse, c'était que... Et donc ça, c'est simplement x moins ça, c'est la norme de x moins y au carré. D'accord? Donc je vois que x moins xp au carré plus xp moins y au carré, c'est égal à x moins y au carré. Or, notre hypothèse, c'était que x moins y était plus petit que epsilon. Donc ça, c'est plus petit que epsilon carré. Hein, l'hypothèse initiale, c'était que l'espace vectoriel engendré par, donc l'espace V engendré par les EN est dense dans H, donc il existe un Y aussi près que je veux de X. Mais par conséquent, je vois que, puisque ça c'est positif ou nul, donc ça c'est plus petit que epsilon. Enfin ça au carré c'est plus petit que epsilon carré. Par conséquent, je viens de montrer que x moins xp est plus petit que epsilon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré que, quel que soit epsilon, il existe un certain rang P, au-delà duquel, ou un certain rang N, au-delà duquel, quel que soit P plus grand que N, ça est plus petit que 0. Bah, ça, par définition, ça veut dire que, sachant que xp c'est ça, ça veut dire que cette norme-là tend vers 0 quand P tend vers l'infini. Hein, puisqu'il y a toujours, quel que soit epsilon, je peux être plus petit, je peux avoir ça plus petit que epsilon au-delà d'un certain rang. Donc, je viens de montrer que ça implique ça. Ok? Bien, alors, maintenant, on va montrer que 2 implique 3. Donc, je suppose 2, et je veux montrer que je ne peux pas échapper à 3. Donc 2 me dit que la limite, cette limite-là tend vers 0, et je veux calculer le produit scalaire entre x et y. Alors, donc à nouveau, je vais noter xp égale somme des alpha n de n égale 0 à p. Je vais noter yp égale somme des n égale 0. Je vais changer l'indice de k égale 0 à p. C'est un indice muet, hein, donc peu importe. Donc lui, j'ai décidé de l'appeler bêta k ek, d'accord? Donc juste, j'écris là, c'est une combinaison linéaire finie. xp, c'est juste le projeté orthogonal de x sur vp, comme on vient de le voir, de même pour yp. Donc ce que je peux dire déjà, ça, ce que je sais calculer de façon très simple, c'est le produit hermitien entre xp et yp. Parce que ça, simplement par ces squilinéarités, je vois que ça, c'est h de somme des alpha n sur n, somme sur k, alors on va être précis, de 0 à p, d bêta k ek. Et ça, je développe, alors semi-linéaire à gauche, ça va me faire somme pour n égale 0 à p de alpha n étoile. Linéaire à droite, donc somme, somme de k égale 0 à p de bêta k fois h de en ek. Mais là, par hypothèse, bien sûr, j'ai une famille orthonormée, donc ça vaut rien d'autre que delta nk, c'est-à-dire ça vaut 0 sauf quand n égale k, auquel cas ça vaut 1. Et donc cette double somme, c'est-à-dire ce produit hermitien, est égal tout simplement à somme de n égale 0 à p de alpha n étoile bêta n. D'accord? Donc j'ai le produit hermitien simplement par ces squilinéarités de xp et de yp. Et moi ce que je veux, c'est le produit hermitien de x, y. Alors, clairement, si je fais tendre ça, si je fais tendre ici p vers l'infini, alors ce produit hermitien, s'il y a une limite, la limite sera
somme de x, p, y, p, donc quand p tend vers l'infini, cette limite sera égale à ce que je cherche, c'est-à-dire somme de n égale 0 à l'infini de alpha n étoile bêta n. Mais donc maintenant, il me reste à montrer que ça existe et que ça vaut h de x, y. Hein. Donc xp, enfin bon, c'est ça qu'il faut que je montre. Donc je veux montrer que ça, c'est égal à h de x, y. Si j'ai fait ça, si j'arrive à faire ça, j'aurais montré ceci. D'accord? Alors je vais montrer ça, donc comment je vais faire ça? Eh bien, je vais montrer en fait que la limite de ça moins ça tend vers 0. Auquel cas, la limite de ça sera égale à ça. Ça, c'est des nombres complexes, donc il n'y a aucune difficulté particulière. Je vais effacer là. Donc, je veux montrer, on est d'accord, que la somme, je veux montrer que h de x, y, produit scalaire entre x et y, produit hermitien, moins h de x, p, y, p, tend vers 0, quand p tend vers l'infini. Voilà. Si j'ai montré ça, si j'avais montré ça, j'aurais montré l'implication que je cherche. Alors ça, en fait, c'est très simple. Il suffit, par exemple, d'écrire... Alors, je vais introduire, vous allez voir tout de suite, h, je vais faire ça comme ça, je vais le faire en deux temps. On va faire la limite d'un côté, puis la limite de l'autre. Donc, je vais faire h de xy moins h de, on va dire, xn y, plus h de xn y, moins h, pourquoi des n? Je vais garder des p, moins h de xp yp. D'accord? Ceci est égal à ça, hein. J'ai juste introduit plus ça moins ça, c'est la même chose, donc ceci est égal à ça, donc je vais juste montrer que ça tend vers 0 du coup. Mais ça, c'est sympathique parce que je vais les prendre 2 par 2, et là, par linéarité, j'ai simplement h de x moins xp y, d'accord? Enfin, c'est semi-linéaire à gauche, mais les coefficients ici sont réels, donc voilà. Et puis ici, j'ai h de xp et de y moins yp. Et là, baguette magique, Cauchy-Schwarz. Le théorème de Cauchy-Schwarz nous dit que le module, si vous prenez deux vecteurs quelconques, le module du produit scalaire entre A et B est toujours plus petit que la norme de A fois la norme de B. Hein, typiquement, dans l'espace des vecteurs géométriques ordinaires, il y a un cosinus là qui est plus petit que 1. Hein, donc, en tout cas, ça c'est toujours vrai. Le produit scalaire entre A et B est plus petit que la norme de A et B. Voilà, je vais l'appliquer ici. Donc, je vais avoir ce module-là qui va être plus petit que x moins xp module de y. Et puis, ici, je vais avoir donc ce module-là qui va être plus petit, par Cauchy-Schwarz toujours, que norme de xp fois la norme de y moins yp. Ok? Bon, bah c'est très bien, parce que bon, ça vaut ce que ça vaut, ça vaut ce que ça vaut, enfin, tout vaut ce que ça vaut, mais sauf que ça, par hypothèse, hein, mon hypothèse c'est que j'ai le 2 et je veux montrer le 3. Mon hypothèse c'est que ça, quand p tend vers l'infini, ça tend vers 0. Et l'hypothèse ici, de la même façon, ceci doit être vrai quel que soit x, donc c'est vrai pour ce x-là, c'est vrai pour ce y-là, donc quand p tend vers l'infini, ça tend vers 0. Bon, et ben voilà, j'ai donc ceci, c'est-à-dire ça, en fait, ça c'est égal à ça, qui est en norme, enfin en module majoré par ça, qui tend vers 0. Par conséquent, ça, le module de ça, tend vers 0. Et donc ça tend vers 0 aussi, c'est des nombres complexes. Hein. Si le module tend vers 0, le nombre tend vers 0. Donc je viens de montrer, en fait, en appliquant simplement Cauchy-Schwarz ici, que h de xy moins h de xp yp tend vers 0. Donc ça tend vers ça. Et donc, or j'avais montré que ça, je vous rappelle, h de xp, yp, c'était la somme de n égale 0 à p de alpha n étoile bêta n.
Donc maintenant, je peux passer à la limite. Maintenant que je vois qu'effectivement, ça a une limite, et c'est pas n'importe quelle limite, c'est h de xy. Je vois donc que h de xy, c'est limite de ça en pétant vers l'infini. Bah, par définition, c'est la somme infinie des alpha n étoiles bêta n. Donc vous voyez que je peux faire le produit scalaire entre x et y à partir des composantes, comme si c'était des vecteurs colonnes infinies, comme si on était en dimension finie standard, mais on est justement en dimension infinie. Ok? Donc on vient de montrer 2 implique 3. Bien, continuons. On a presque fini. On va montrer que 3 implique 4 maintenant. Alors, 3 implique 4, c'est complètement trivial, il n'y a rien à faire. Il suffit de se rappeler que la norme de x au carré, c'est h de xx. Et par conséquent, il suffit que j'applique... Donc mon hypothèse, c'est 3. Donc mon hypothèse, c'est ça. Si je remplace y par x, ben, je vais simplement avoir la somme des alpha n étoiles alpha n. Alpha n étoile alpha n, c'est précisément le module au carré de alpha n. Et par conséquent, 3 implique 4, trivialement, le module de x au carré, c'est la somme des alpha n module carré. Ok? Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va montrer que 4 implique 5. 4 implique 5, alors ça, ça aussi c'est trivial, ça découle du précédent. Si h, donc mon hypothèse c'est 4, donc je suppose que le module de x il se note comme ça. Alors maintenant 5, donc je me mets dans la situation de 5, je suppose que pour chaque, j'ai un certain x, pour lequel, qui est orthogonal à tous les en. Donc si x est orthogonal à tous les en, par définition, mon alpha n, c'est justement le produit scalaire de x avec en. Donc, si j'ai cette hypothèse-là, ça veut dire que alpha n égale 0. Mais si tous les alpha n sont nuls, sachant que la norme de x au carré, c'est la somme des alpha n, donc c'est une somme de 0, ça fait 0. Donc, si j'ai ça, dans l'hypothèse où j'ai 4, si j'ai ça, alors la norme de x est nulle. Et si la norme de x est nulle, si une norme est une bonne norme, forcément, évidemment, il n'y a que le nombre nul, il n'y a que le vecteur nul qui a pour norme 0. Donc je viens de montrer effectivement que si on a ça, alors ceci implique cela, c'est ce que je voulais faire. Bien, donc ça c'était simple aussi. Dernier morceau qui va boucler la boucle. Si je montre que 5 implique 1, ce sera gagné, tout s'impliquera de façon circulaire, donc on aura une équivalence complète entre les propositions. Donc voilà, maintenant je vais montrer 5 implique 1, alors c'est le dernier gros bout, enfin c'est pas très méchant, mais c'est moins trivial que les deux précédents. Comment on va faire ça? Donc l'idée c'est, alors je vais me servir de cette propriété, parce que c'est mon hypothèse, je suppose que j'ai ça, et je veux montrer que En est une base de Hilbert, c'est-à-dire que l'espace vectoriel engendré par les En est dense dans H, c'est-à-dire que je peux approcher d'aussi près que je veux je prends un X dans H quelconque, je peux l'approcher d'aussi près que je veux par des éléments dans l'espace vectoriel engendré, donc ce que j'avais appelé V tout à l'heure, l'union de P égale 0 à l'infini, l'union des VP. Je veux montrer que je peux approcher X d'aussi près que je veux par des éléments de V. Eh bien, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer la suite des XP, celle que j'ai déjà définie, là, c'est celle-ci, la somme de n égale 0. Donc, vous voyez que c'est toujours les mêmes grandeurs qu'on utilise, mais c'est normal, parce que c'est précisément le développement de X sur la base des En, enfin c'est ce qu'on aimerait avoir comme développement. Donc si je m'arrête à un rang fini, il n'y a aucun problème. Donc je définis XP à nouveau comme ceci. Donc ça c'est le produit scalaire de X avec En. Et donc tout simplement, si je calcule, alors ça, on a montré par ailleurs, ça je pense que c'était dans la séance numéro 3, on avait montré que ceci qu'on avait appelé somme partielle de Fourier, cette suite-là converge. En fait, on avait montré qu'elle était de Cauchy dans l'espace de Hilbert, et comme l'espace de Hilbert, par définition, est un espace complet, si elle est de Cauchy, elle converge. Donc on avait bien montré que cette suite-là converge vers quelque chose, appelons Y cette limite donc des XP
quand P tend vers l'infini, hein, c'est-à-dire limite, enfin, voilà, ok, somme de n égale 0 à l'infini de alpha n. Donc ça converge, j'appelle y cette limite, et bien simplement je vais montrer que y, ce n'est rien d'autre que x. Comment je montre ça? Eh bien en me servant de cette hypothèse, hein, c'est mon hypothèse, je vais calculer, je vais prendre un n quelconque dans n, je prends un des vecteurs de la famille, et je vais montrer que h de en avec x moins y, c'est 0. Alors, je vais le montrer. Donc, je calcule ça. Je calcule h de en x moins y. Alors, bien évidemment, c'est égal par linéarité à h de en x moins h de en y. Jusque-là, tout va bien. Mais h de en x, il suffit de le voir là, enfin, c'était notre définition, ça c'est alpha n, bien sûr. Enfin, oui, c'est ça, c'est alpha n. Et h de ny. Alors, qu'est-ce que c'est que h de ny? Eh bien, y, vous voyez que c'est la limite, quand p tend vers l'infini, des xp. Mais les xp, c'est ça. Donc, en fait, dès que p est plus grand que n, donc supérieur ou égal à n, ce xp là, enfin, les xp, comment dire ça, oui, alors c'est pas astucieux d'avoir ici un nombre n avec, je vais renommer ça k si vous voulez. Ça c'est un indice muet, hein, qui va de 0 à p. Là j'ai pris un n quelconque, mais un n donné, qui n'est pas un indice muet, je choisis un certain n et je vais montrer que ça c'est égal à 0. Donc h de y, eh bien, y, c'est la limite des xp, quand p est envers l'infini. Donc, il y a, comment dire, voilà, je vais dire que y, voilà, je vais faire comme ça va être clair, y, c'est en fait xn plus la somme de k égale n plus 1 à l'infini de alpha k ek. D'accord? Parce que à chaque fois qu'on passe au rang suivant, xp plus 1, c'est xp plus, eh bien, alpha p plus 1, p plus 1. Et puis xp plus 2, c'est le xp plus alpha p plus 1, p plus 1, plus alpha p plus 2, p plus 2, etc. Donc, il y a un rang, enfin, le y, il contient xn, plus encore tous les autres termes qui vont derrière. Et donc, si je fais maintenant le produit scalaire avec en, bah, ça va être le produit scalaire de en avec ce xn, et ça, par définition, le produit scalaire de en avec xn, je vois que c'est alpha n, plus le produit scalaire, enfin avec le signe moins, le produit scalaire des autres combinaisons, mais chaque ek ici a un produit scalaire nul avec en. Par conséquent, le produit scalaire de en avec y, c'est alpha n. Et donc, ceci égale 0. Voilà, mais alors c'est terminé, puisque du coup, j'ai ce produit scalaire qui est nul, j'ai pris un n quelconque, mais justement, donc il est quelconque, c'est-à-dire que quel que soit n maintenant, j'ai ceci qui vaut 0. D'accord? Or, mon hypothèse, c'était la propriété 5, donc si, quel que soit n, le produit scalaire d'un nombre avec en est nul, alors ce nombre est nul. Donc, j'ai ça, par conséquent, x moins y est le vecteur nul. Et donc, x égale y. Autrement dit, x est la limite des xp. Mais chacun des xp est dans xp est dans vp. Donc, vous voyez que je peux approcher, x est la limite d'une suite de vecteurs qui sont dans v, l'union des vp. Ça veut dire que je peux approcher x d'aussi près que je veux, parce que c'est la limite. Je peux approcher x d'aussi près que je veux par des éléments dans V. Et donc, V est dense dans H, c'est-à-dire que n est une base de Hilbert. Voilà, donc on a bouclé l'affaire.
1 implique 2, 2 implique 3, 3 implique 4, 4 implique 5 et 5 implique 1. Donc tout ça est équivalent. Alors c'est formidable parce que ça veut dire que dès lors qu'on a une de ces propriétés qui est bien sympathique, on a toutes les autres gratuitement. Et donc effectivement, on peut représenter, on peut travailler en dimension infinie via une base de Hilbert, s'il en existe une, mais en fait il en existe toujours une, ça c'est le théorème que j'ai rappelé, alors ça je ne l'ai pas montré, c'est un théorème compliqué, qui n'est pas constructif d'ailleurs, hein, donc c'est pas simple, mais néanmoins, donc si on arrive à identifier une base de Hilbert, alors on peut travailler pour chaque vecteur dans H, à partir de ses composantes, on peut appeler composante son produit scalaire, le produit scalaire du vecteur avec les vecteurs de base les uns derrière les autres, et travailler donc avec une représentation en vecteur colonne, alpha 0, alpha 1, alpha n, etc. Et puis se dire simplement que le produit scalaire, c'est de deux vecteurs, c'est lui étoile fois lui, plus lui étoile fois lui, etc. Que les normes, ça va comme il faut. Et puis alors, donc, cette propriété-là est importante, hein, ça veut dire que si vous êtes orthogonal à tous les vecteurs de base, eh bien vous êtes nul, si je puis dire. Voilà, il n'y a que le vecteur nul qui soit orthogonal. Alors ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit que ça, quand on a ça, on dit que la famille des En est une famille totale ou complète, c'est-à-dire qu'il n'en manque aucun. Ça c'est important, il faut comprendre ça en fait. C'est pour ça que la limite de ces sommes partielles, quand p tend vers l'infini, tend bien vers x, hein, si cette limite-là tend vers 0, c'est parce qu'en fait, il ne manque aucun En qui pourrait y avoir dans cette famille orthonormée. Parce que imaginez que vous ayez une famille comme ceci, et puis maintenant, vous retirez un des En. Par exemple, vous retirez le E 1257 312. Voilà. Vous retirez celui-là dans cette base-là. Eh bien, vous allez avoir toujours une base orthonormée, bien sûr. Par contre, il ne sera plus vrai qu'on a ça. Parce qu'il en manquera un. Pourquoi? Parce que effectivement, ce vecteur-là, du coup, va être orthogonal à tous les autres, et pourtant, il n'est pas nul. Donc, vous voyez que pour qu'on ait ça, il faut que tous les vecteurs soient là. Mais dès lors qu'ils y sont tous dans la famille, alors effectivement, ça tend bien vers x. S'il en manquait un, c'est pareil, ça tendrait pas vers x, il manquerait un bout. Et donc, on voit bien pourquoi tout ça se tient, en fait. Ça veut vraiment dire qu'une base de Hilbert, elle est orthonormée, etc. Mais il n'en manque pas. Il y a tous les vecteurs orthonormés que vous pouvez faire. On va partout, on va chercher dans l'espace, dans toutes les directions. Le système est total. Et du coup, on peut décomposer chaque vecteur comme sur l'ensemble des vecteurs de base. Et donc écrire en quelque sorte, quand on voit ça, on a envie d'écrire quelque chose comme ça. Ça revient à ça. Alpha n En ou ce alpha n est précisément le produit scalaire entre En et x. Hein, donc, on m'a écrit ici une combinaison linéaire infinie, ce qui normalement ne se fait pas pour une combinaison linéaire, mais justement, quand on travaille avec une base de Hilbert, eh bien, on peut le faire, et du coup, tout se passe comme si on avait, tout se passe comme si on travaillait en dimension infinie, comme en dimension finie, et toutes ces propriétés bien sympathiques sont tout à fait pertinentes. Voilà. Bon, je m'arrête là, j'espère que ça aura éclairé un petit peu cette problématique des bases de Hilbert qui est très importante et en particulier donc, en physique quantique. Quand on travaille avec des espaces vectoriels de dimension infinie, on essaye toujours, bien sûr, d'identifier une base de Hilbert sur laquelle développer l'ensemble des états physiques possibles. Voilà. Merci, revoyez ça tranquillement à tête reposée pour vous forger un peu d'intuition et puis à bientôt pour la suite du cours. Au revoir.